Hello, my name's Bond, Richard Bond, and this is Curmudgeonly Yours, a show on Society Bites Radio, part of the Radio Ear Network family, supplying social interaction for the mind and soul. The introductory and concluding music to this show is La Polonaise by Wieniawski, played by Max Bond. I am your host and curmudgeon, where everything is what it seems. Nothing is what it seems. And what is not said is often of most interest. Mon invité aujourd'hui est l'écrivain John Vespasian et notre programme est Undisrupted, How Highly Effective People Deal with Disruptions. Le titre de son dernier livre est, que je traduirai par Pas dérangé, comment les décideurs puissants traitent le désordre. Bonjour John Vespasian. Bonjour Richard. John Vespasian est l'auteur de 10 livres sur la vie rationnelle, y compris, et je me suis permis de les traduire ici, Quand tout échoue, essayez ceci, 2009, La rationalité et la voie du bonheur, 2009, La philosophie des constructeurs, 2010, Les 10 principes de la vie rationnelle, 2012, Vie rationnelle, travail rationnel, 2013, La cohérence, la clé de l'allègement permanent du stress, 2014, En devenant incassable, 2015, S'épanouir dans les moments difficiles, 2016, Séquentialité, la puissance étonnante de trouver la bonne séquence d'étapes, 2017, et Pas dérangé, comment les décideurs puissants traitent le désordre, 2019. Monsieur Vespasian a vécu en Allemagne, en Italie, en France, en Espagne et aux Pays-Bas. Ses livres réunissent sa passion pour l'histoire, l'investissement et le développement personnel, reflétant sa philosophie de la vie rationnelle, la productivité et le respect de l'individu. Le but de mon travail est de tirer des leçons pratiques de l'histoire, explique-t-il. Si vous voulez prendre de bonnes décisions, vous devez regarder la situation dans son ensemble et apprendre de la sagesse accumulée à travers des siècles d'expérience humaine. La connaissance et l'information est la seule réponse valable au stress, la seule formule qui puisse vous rendre plus efficace, dit M. Vespasian. Mes livres sont pleins de la sagesse que j'ai accumulée au cours des décennies de recherche. Il s'agit de regarder les succès et les erreurs des autres et de trouver comment appliquer ces principes dans sa propre vie. Dans chaque livre, je passe en revue les biographies et les événements historiques dans le but d'en extraire des leçons que nous pouvons utiliser à présent. Dans mon entrevue avec vous le mois dernier, nous avons fini par discuter des langues étrangères et de l'apprentissage des langues. Vous avez parlé d'un certain monsieur qui a appris beaucoup de langues. C'était au 19e siècle, je crois. L'une des questions que je voulais vous poser alors était quelle était votre méthode d'apprendre une langue étrangère? Et mon sentiment est qu'il faut investir beaucoup de temps avec les livres de langue et dans le laboratoire de langue avant d'aller dans le pays où l'on parle la langue. Quelle est votre méthode à vous, Monsieur Vespasian? Bon, maintenant, je suis en train d'apprendre le russe, c'est ma 6e langue, et j'utilise toujours la même méthode, la méthode qui a été développée par Heinrich Schliemann au 19e siècle, qui était un commerçant qui est devenu très riche, après il est devenu archéologue. Il a vécu en Russie pendant quelques années, à Saint-Pétersbourg, où il a fait une grosse fortune. Et d'après des biographes, il parlait une dizaine de langues couramment, qu'il avait appris au 19e siècle, sans aide des laboratoires linguistiques, sans très peu d'aide des professeurs. Il a appris par sa méthode individuelle lui-même. Et sa méthode était en fait très simple. Il n'avait pas beaucoup de moyens de côté académique parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Mais la seule chose qu'il faisait tout le temps, c'est de trouver un livre qu'il connaissait déjà,
Dans son cas, je pense qu'il aimait. Il y a un roman du 19e siècle, un roman français qui s'appelle Paul et Virginie. Je pense qu'il avait ces livres-là en plusieurs langues parce qu'il était très populaire au 19e siècle. Il avait ces livres-là en russe, en hollandais, parce qu'il a appris l'hollandais aussi. Il a vécu longtemps à Amsterdam. Après, il lisait les livres constamment. Je pense qu'il a lisé une centaine de fois. Et à force de répéter et de recopier des phrases, il apprenait la langue. Il parlait probablement pas couramment. Probablement il avait un mauvais accent. Mais c'est comme ça qu'il a appris le russe, qu'il a appris l'hollandais, il a appris aussi les grecs modernes et les grecs anciens. Et il a fait une grosse fortune. Hein. Il a appris l'anglais aussi. Il était aux États-Unis. Il a vécu aux États-Unis pendant son divorce. Et je pense que la méthode marche toujours. Ce n'est pas une méthode très attractive du point de vue audiovisuel parce qu'aujourd'hui, les gens aiment passer leur journée sur YouTube et utiliser des méthodes avec des couleurs, etc. Et avec des sapes. Pardon, je n'ai pas compris. Avec le téléphone. Avec le téléphone, oui. Oui, il utilise le téléphone avec des programmes d'ordinateur qui marchent dans le téléphone et qui te permettent d'apprendre en fait mot par mot et répéter. Bon, disons ça très populaire dans notre jour, mais dans nos jours. Mais je pense que la méthode traditionnelle, la méthode de Schliemann, ça marche toujours. Elle coûte presque rien. Et ça demande simplement un effort soutenu pendant des semaines et pendant des mois. Mais si Schliemann était capable au 19e siècle de faire ça, je pense que nous, au 20e siècle, on peut faire encore mieux. Mais je pense que la base de la méthode est très solide. Il faut s'appuyer sur des textes, des livres qu'on connaît déjà. Et ça permet d'accélérer l'apprentissage énormément. Moi, personnellement, j'avais utilisé la méthode Assimil pour apprendre l'italien. Mais par contre, mon italien n'est pas super, mais quand même, je peux me débrouiller. Et là, cette méthode utilise l'italien à gauche ou la langue cible à gauche de la page dans le livre et le français, qui était ma langue de base, à droite. Et donc, je pouvais comparer les deux. Mais bon, hein, ça, c'est une très, très bonne méthode qu'il utilise, qu'il a quand même étudié la structure du russe avant de vraiment de parler, de l'étudier. Et il utilisait ce livre Paul et Virginie. Paul et Virginie, c'est Chateaubriand qui l'a écrit, il me semble, non, à l'époque? Moi, j'ai lu que des extraits. Quand j'ai appris le français, je me souviens d'avoir lu un chapitre. Mais ce n'est pas mon genre de littérature. Mais apparemment, Schliemann aimait beaucoup. Et au début, parce qu'il n'avait pas beaucoup de livres, au début, il a utilisé la Bible. Hein. Je pense que quand il a appris les Russes, il n'avait pas grand-chose en russe parce qu'à ce moment-là, il habitait à Amsterdam. Oui. Mais il travaillait dans un cabinet, dans une grande maison de commerce. Et puisqu'il a vu que les marchés russes étaient grandissants, qui était un marché qui promettait beaucoup, il s'est mis à apprendre les Russes lui-même. Et après, il a trouvé un poste à Saint-Pétersbourg et il a fait fortune. C'est comme ça qu'il a fait une fortune parce qu'au début, il était qu'un clerc. Il travaillait dans une grande maison, mais il avait un poste un peu important. Oui, d'accord. Bonne chance pour vous hein, pour apprendre le russe. Quelle est votre langue maternelle, John, et combien de langues parlez-vous maintenant? La langue maternelle était l'espagnol. Après, j'ai fait l'anglais, le français. Le français et l'espagnol sont très similaires, alors ça, c'est pas difficile. C'est comme les français et l'italien, ça ressemble beaucoup. Mais après, j'ai appris l'hollandais et l'allemand. Mais par exemple, apprendre le russe, le niveau de difficulté, il est beaucoup plus élevé, hein, parce que disons, les langues slaves, pour moi, c'est complètement nouveau. Mais ça marche. Hein. En fait, il y a plein d'expressions françaises, hein, parce que les Russes actuels, oui, il a été formé au XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, parce que la plupart des écrivains classiques russes, Tourgueniev, il a été en France, Pouchkine, ils étaient tous francophones, en fait. Hein. La langue maternelle pour eux,
il avait toujours à la maison, il y avait toujours quelqu'un, une nanny française, parce que c'était la mode de l'aristocratie. Et comme première langue écrite, il parlait français. Hein. Après, oui, les Russes, c'était pour les souvent paysans. dans ma lecture de ces livres-là, j'ai vu qu'il y avait des passages en français. Euh, pourquoi recommandez-vous, John Vespasian, aux gens d'investir leur épargne à l'échelle internationale? Et donc, ça, c'est pour changer un petit peu de sujet. Parce que sinon, on devient fou. Hein. Disons, chaque fois qu'on ouvre les journaux, il y a des crises partout, il y a des risques, des conflits, des guerres qui se déchaînent, etc. C'est à peu près partout incontrôlable. La seule façon d'avoir un portefeuille assez stable qui va permettre d'aller à long terme sans savoir tout le temps changer des stratégies, c'est de distribuer le risque, hein, d'acheter aux États-Unis, acheter en Russie, acheter en Amérique du Sud, essayer d'avoir des investissements solides, des boîtes qui marchent bien. Mais si on investit que dans son pays, on va devenir rapidement névrosé, hein, parce que chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement, chaque fois qu'il y a un changement des lois fiscales, c'est la catastrophe, les gens vont commencer, la bourse va baisser. Disons, si on a un portefeuille, même s'il est petit, hein, même si les gens investissent des sommes relativement mineures, ils vont toujours dormir beaucoup mieux si le portefeuille il est distribué partout dans le monde. D'accord, d'accord. Est-ce que, oui, mais quand vous dites investir leur épargne, vous voulez dire toujours par quelqu'un, par un conseiller financier, non, pas du tout. Hein, pas du tout. Ah non. Disons, aujourd'hui, il est relativement facile, disons, même des gens qui n'ont pas beaucoup d'expertise, ils peuvent acheter des fonds d'investissement en ligne. Ça coûte, disons, tu peux payer en commission bancaire ou des courtiers, tu vas payer 5 euros, 6 euros, 10 euros, disons, des sommes très petites. Et ça te permet d'investir dans des fonds qui sont cotés en bourse, ce qu'on appelle des ETF. C'est des fonds qui sont gérés pour refléter l'index, soit l'index français ou allemand ou italien ou allemand ou américain. Et c'est une façon très, très facile d'investir avec peu de risques. Et tout simplement, tu ouvres un compte dans un courtier ou dans une grande banque et tu peux acheter en ligne, ça te coûte presque rien. Hein. C'est très facile. Tiens. L'ignorance est le facteur numéro 1 qui rend les gens vulnérables, dites-vous. Les gens qui ne lisent pas sont ignorants. Cependant, tout le monde n'a pas le temps de s'informer en lisant des livres régulièrement. Mais s'ils n'ont pas le temps de lire, ils ont le temps de faire quoi alors? Pour les personnes qui sont déjà très occupées, est-il possible d'accroître leurs connaissances régulièrement? Oui, il est possible, mais il faut avoir une certaine discipline. Hein. Disons, j'ai appris plein de choses tout simplement parce que j'écoute des livres dans la voiture et parfois j'ai des déplacements assez longs. Mais si tu as l'habitude, hein, soit parce qu'il y a des gens qui vont utiliser les transports en commun, ils vont utiliser les métros, les bus, etc., ou dans la voiture, et s'il faut passer une demi-heure par jour, 1 heure par jour, si on écoute des livres, et je ne parle pas des romans d'aventure, je parle des livres, on peut prendre des choses de marketing, développement personnel, etc. Maintenant, il y a beaucoup de choix d'un titre des livres très bien produits. Et en plus, si on en parle à quelqu'un qui peut aussi écouter des livres en anglais, parce que là, le choix est beaucoup plus étendu. Franchement, ça t'ouvre la porte à développer des capacités professionnelles et aussi des développements personnels sans limite. Hein, parce que si les gens se limitent à utiliser les peu de temps qu'ils ont pour lire quelques pages par jour, la vitesse d'apprentissage va être très, très petite, très limitée. Mais le temps que les gens passent dans la voiture ou dans les transports en commun, non, c'est énorme. Il y a des gens qui passent 1 heure par jour. Imagine si tu peux écouter un livre par semaine, la vitesse d'apprentissage, ça peut être énorme. Hein. Lorsque je vivais à Los Angeles, je passais 3-4 heures par jour en voiture et j'écoutais des livres, j'étudiais l'allemand,